Bonsoir mes chers confrères, chers consoeurs. Comme il est agréable pour un nutritionniste de voir autant de gens se presser pour écouter la nutrition. C'est pas tous les jours que ça se passe dans nos amphithéâtres. Et je suis ravi que vous soyez si nombreux. Les vocations tardives sont, paraît-il, les plus solides. Donc nous avons beaucoup d'espoir que l'enseignement de nutrition et les préceptes de nutrition puissent se disperser dans la profession de façon très positive. Alors il est difficile pour nous, pour moi en particulier, de prendre le relais d'un conférencier aussi brillant et aussi pointu. Je vais essayer donc de revenir sur quelques éléments en les simplifiant pour certains et en donnant quelques perspectives en matière de pratique nutritionnelle. 4 questions vont être le squelette de notre propos. On va préciser de quoi nous allons parler, où est-ce que nous en sommes. Est-ce une fatalité pour la Jean Féline que de côtoyer en permanence ce monde des cristaux urinaires? Quels sont les vrais responsables et comment les traquer? Et enfin, quel management nutritionnel doit-on mettre en place? En de quoi parle-t-on? Pour l'essentiel aujourd'hui, en tant que nutritionniste, nous allons parler des urolithiases, même si au niveau de la fréquence, et le propos tout à l'heure d'Andy Sparks va étoffer cela de façon plus détaillée dans son approche clinique et médicale, même si on constate de plus en plus effectivement des cystites idiopathiques qui relèvent aussi d'une certaine prévention nutritionnelle, mais nous focaliserons notre attention sur les lithiases, les vraies lithiases, c'est-à-dire celles qui conduisent à l'apparition de cristaux au niveau des urines. Ces lithiases qui étaient prépondérantes dans les années 80 et qui maintenant, sans doute que le stress au quotidien est plus présent dans les années 2000 que dans les années 80 pour nos chats comme pour leurs propriétaires. Et on voit effectivement cette prévalence des pathologies idiopathiques être plus abondante qu'autrefois. L'incidence des obstructions rénales n'est pourtant pas quelque chose de récent, puisque les premières indications, au-delà des problèmes de nutrition humaine, de pathologie humaine évoqués tout à l'heure au niveau des textes anciens, les premières collectes d'informations ont été faites au milieu du XIXe siècle dans les universités d'Europe centrale, notamment en Allemagne, à Dresde, montrant que les calculs ont précédé, et de longtemps, l'apparition des aliments industriels. Cette fatalité qui a conduit les vétérinaires pendant la décennie 70-80 à dire bon, les croquettes, c'est obligatoirement quelque chose qui conduit à l'apparition de calculs, doit aujourd'hui être modulé et nous verrons les progrès qui ont été faits en la matière. L'incidence varie d'une année à l'autre, mais globalement, l'incidence est restée relativement modeste. Un des panoramas les plus complets a été fait par Lewis et Morris dans les années 80, qui estimait qu'en gros, qu'il y a 1% des chats qui étaient concernés, le double présenté à la consultation du vétérinaire, et bien sûr, à cause des cas référés, un pourcentage de l'ordre de 5% en matière d'hospitalisation. Pour notre part, nous avions fait une enquête en région parisienne, je ne sais pas si Vincent Daté est là ce soir, on m'avait dit qu'il serait là peut-être. C'est lui qui nous avions envoyé, épluché à l'époque, les fiches de confrères vétérinaires. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informatique. Et donc, il s'est tapé l'exploitation d'environ 11 cabinets, 22 000 fiches, 38 800 consultations à la main. Et il a identifié au sein de ces fiches 445 cas identifiés de lithiase et sur 859 consultations, ramené ça en pourcentage, on retrouve les mêmes pourcentages que partout ailleurs, c'est-à-dire une moyenne de 2%, qui avait gentiment décliné autour de 4% dans les années 85 jusqu'à autour de 2% dans les années 90. Peut-être que c'était le témoignage déjà d'une action préalable de dissolution des calculs par l'acidification assez généralisée des aliments que l'on a observé dans cette décennie. La composition des minéraux sera évoquée par ailleurs. Ce tableau extrêmement exhaustif, puisque c'est le centre des urolithes du Minnesota qui analyse le plus grand nombre de calculs au niveau mondial, puisque vous voyez, les analyses annuelles dépassent actuellement 11 000 échantillons. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au cours du temps, la prévalence maximale des struvites dans les années 80 a décru progressivement sur une dizaine d'années pour atteindre un minima de moins de 40%, c'est-à-dire passer dans la situation minoritaire par rapport aux oxalates, qui étaient pourtant complètement absents ou presque dans les années 80, et aujourd'hui on assiste à un rééquilibrage. La simple attention que je dois souligner sur cette diapositive, c'est que ces statistiques qui sont toujours impressionnantes, qui sont toujours montrées partout à travers le monde, sont des statistiques américaines.
rien contre les Américains, mais on peut s'interroger sur la reproduction de ces statistiques sans modulation au niveau des populations animales en France, en Allemagne, en Asie. On sait que les profils des calculs ne sont pas les mêmes. Donc, au-delà de ces prévalences qui sont intéressantes à analyser, il faut toujours essayer de se rapporter à l'unité géographique qui nous concerne au premier degré et donc s'interroger sur le parallélisme qui peut exister entre les données américaines et les données européennes. Pour l'essentiel, on constate que pour la France, les données sont assez proches. Dans certains pays, notamment au Japon, les données semblent sensiblement différentes. Voilà donc où on en est. Est-ce que donc on peut considérer que déjà présentes au milieu du 19e siècle, ces urolithias sont une fatalité pour la gent féline? Et ici nous ferons donc deux types d'observations. Est-ce qu'il y a dans la façon de s'alimenter, dans la façon de s'abreuver, dans la façon dont est équilibré le bilan entrée-sortie de l'eau, est-ce qu'il y a des spécificités propres au chat? Est-ce qu'on peut modifier cela? Est-ce qu'on peut trouver un rôle palliatif au sel? L'abreuvement du chat est en effet quelque chose d'assez particulier puisque dans les conditions naturelles, cet animal est un carnivore consommateur de proies. Les proies sont une ration riche en eau. Les fourchettes de variation varient de 60% pour des proies obèses. Elles ne sont pas si fréquentes que ça dans les conditions naturelles. Et l'essentiel des proies consommées par le chat sont proches d'environ 75 à 80% d'eau. C'est-à-dire que le ratio spontané de l'alimentation naturelle de ce prédateur est plus proche de 3 à 4, que de 1,5. Ce qui veut dire que dans les conditions naturelles consommant des proies riches en eau, le chat sera relativement économe en eau. Il est économe en eau parce qu'il limite ses pertes, il est économe en eau parce qu'il concentre ses urines, il est économe en eau parce qu'il est petit buveur. Quelquefois, contrairement à son propriétaire. Quand on regarde effectivement ce qui se passe au niveau de la densité urinaire, on est frappé de voir que la capacité à concentrer les urines chez le chat peut arriver à des niveaux qui sont tout à fait extraordinaires, puisqu'on arrive spontanément chez le chat à des niveaux qui dépassent les valeurs observées chez les animaux qui sont les habitants habituels de ces zones désertiques telles que le mouton mérinos. On constate aussi que la densité urinaire normale se situe chez le chat à des valeurs qui dépassent les valeurs observées chez la plupart des autres espèces de mammifères. Bon, nous n'avons pas présenté ici les valeurs du rat kangourou du désert, mais le chat ne doit pas être trop jaloux du rat kangourou du désert. On arrive à des niveaux de densité qui sont assez proches également. Donc, une densité urinaire élevée, et une capacité à concentrer au niveau osmolaire à des niveaux tout à fait importants. Ce chiffre est intéressant à retenir, on le retrouvera tout à l'heure à des niveaux différents. Le deuxième aspect, à côté de cette économie d'eau, c'était la façon dont il se comporte dans sa consommation d'eau. Alors là, de nombreuses observations ont été faites, celle-ci est particulièrement pertinente, parce qu'elle a été faite en milieu expérimental où les chats n'étaient soumis à aucune concurrence, à aucune pression sociale, qui faisait qu'ils pouvaient respecter leur rythme alimentaire et leur rythme de buvée de façon tout à fait naturelle. Et on constate effectivement ce que l'on sait, c'est que les animaux vont consommer un nombre de repas qui est important par jour. Ici, 16 repas par jour en sec, 17 repas en humide. Se rappeler que dans les conditions naturelles, un chat qui mange des souris, c'est entre 10 et 12 souris par jour. Une souris ou un mulot, ça pèse autour de 25 grammes, c'est-à-dire aux alentours de 30 calories. 30 calories pour un chat qui crapahute toute la journée. Le besoin est de l'ordre de 300 calories par jour. 300 calories, c'est donc 10 mulots, 10 surmulots, 10 souris, 10 ce que vous voulez. En tout cas, une fréquence des repas. Et c'est pas 10 souris qui sont mangées en 10 minutes. C'est 10 souris qui sont mangées séparées par une heure de surveillance d'un trou qui peut être intéressant comme entrée-sortie. C'est une chasse qui va entretenir l'éveil de l'animal. C'est donc toute une approche comportementale dont on retrouvera tout à l'heure dans les propos d'Andy Sparks les connotations par rapport au chat qui est dans un milieu complètement clos, en appartement, avec éventuellement d'autres chats concurrents, avec une gamelle qu'il faut défendre, avec une nécessité de manger le plus vite possible, parce que sinon c'est le copain qui va manger à sa place. Donc on voit que dans les conditions naturelles, cet animal a été préparé à une consommation régulière, à des buvées régulières, puisqu'il y a aussi 16 buvées par jour en sec et aucune en humide, et on constate que malgré l'absence de buvée
avec l'aliment humide, l'animal va recevoir plus d'eau avec cette alimentation humide, puisque le rapport eau sur matière sèche doit être de 3,5, alors qu'il dépasse péniblement 2 avec une alimentation sèche où l'animal a de l'eau à volonté, et de l'eau qui est censée couvrir l'intégralité de ses besoins. Donc il y a une petite fatalité associée à cette alimentation sèche, c'est dire que traditionnellement, on va retrouver dans la littérature, chaque fois que l'on utilisera une comparaison aliment sec contre aliment humide, toujours ce ratio eau sur matière sèche qui sera différent selon qu'on aura affaire à des aliments humides avec des ratios qui tournent toujours autour de 4 et avec des aliments secs, des ratios qui en moyenne vont s'écarter un petit peu de 2, mais pas beaucoup. Donc il y a très clairement dans le comportement alimentaire, dans le comportement de buvée du chat en milieu social tel que nous le connaissons, une certaine disparité dans les comportements et dans les consommations qui vont conduire à une certaine fatalité, pourrait-on dire, dans un bilan hydrique qui est plus difficile à équilibrer. Et il ne s'agit pas ici de diaboliser l'aliment sec, mais il s'agit d'être conscient qu'avec l'aliment sec, on a un volume d'eau, on a une quantité d'eau bu qui est moins importante. Avec un abreuvement ad libitum, on peut sans doute, si cet abreuvement est attractif, corriger le tir, mais ça exigera une prise en compte de certains paramètres. Il faudra bien entendu éventuellement tester et moduler ça par l'alimentation mixte. Il faut savoir, même si ce propos, il y a quelques années, défrisait un tout petit peu, je ne sais pas comment on va traduire défriser en anglais, défriser les industriels quand on leur disait, mais vous savez, beaucoup de gens font de l'alimentation mixte. Une enquête récente, et je fais très souvent des formations pour les éleveurs dans le cadre du CETAC, de certificat d'aptitude à l'élevage et à l'entretien des animaux. Un gros tiers des éleveurs utilisent en permanence des mélanges d'aliments secs, d'aliments humides et d'aliments ménagers, avec quelquefois une certaine improvisation, pas toujours extrêmement rigoureuse par rapport à l'équilibre nutritionnel, mais en tout cas, cette variété, ce nomadisme de consommation est très fréquent dans le monde de l'élevage et en particulier dans le monde des éleveurs. Donc, une certaine disparité entre l'aliment sec et l'aliment humide que l'on peut corriger par un abreuvement bien conduit, par une alimentation mixte et par des transitions qui seront éventuellement bien réalisées. Et maintenant, on peut s'interroger, est-ce que le sel peut nous aider à assurer ce rééquilibrage de la consommation d'eau de l'aliment humide vers l'aliment sec? Il y a un certain nombre de données consensuelles à ce sujet, et certaines sont très anciennes, puisque là on retrouve des données qui ont plus de 30 ans. Burger avait montré à l'époque, effectivement, par rapport à l'alimentation humide, qui conduit à une consommation d'eau qui est au total importante. Le rose, c'est ce qui est apporté par l'aliment, le bleu, c'est ce qui est bu. Donc ces aliments ici buvaient malgré tout une toute petite quantité d'eau en plus de leur aliment. Et on constate que pour retrouver un niveau de consommation significatif en eau, il fallait apporter des quantités de sel qui étaient à l'époque colossales. On est ici à 4,6% de chlorure de sodium. On divise par 2,5, ce qui conduit en gros à un teneur de sodium supérieur à 1,5 à peu près. 1,5 à 1,8. Mais on voit qu'en aucune façon, même en conduisant à des apports en sodium très élevés, on n'arrive jamais à retrouver le niveau de consommation de l'alimentation humide. Donc c'est cette approche, cette observation qui pour nous est digne d'intérêt et qui nous amène quand même à considérer dans quelle mesure le sodium apporté va pouvoir apporter un certain confort, certaines améliorations. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'observations qui sont consensuelles. Et puis, un certain nombre de divergences. Les observations consensuelles, elles conduisent un grand nombre d'observations à conclure que l'apport de sel, même à des niveaux qui restent raisonnables, puisque quand on passe de 0,46, qui est le basique de l'alimentation classique, à 1% de la matière sèche, on va constater effectivement que la consommation en eau quotidienne, vous voyez, est de 15 à 20% supérieure. Voici l'aliment salé, voici l'aliment non salé. Que cette consommation en eau supérieure va nous amener également une augmentation de la quantité urinaire. On ne comprendrait pas bien la différence. C'est des chats auxquels on s'intéresse, pas des éponges. Donc il est clair que si l'animal boit plus, il va uriner également de façon plus abondante. Ce qui pour nous est intéressant parce que ce drainage vésical est un élément positif dans l'exportation des microcristaux en cours de constitution.